Bonjour à toutes et à tous. Dzień dobry, dobry den, dobrego dnia, dobry den. Jonapod Kivanok. C'est du hongrois. Bună ziua, grüß Gott, guten Tag. Saluton, quel plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Bonjour à toute l'équipe. Bună ziua, Eric à la réalisation. Bonjour Anna. Et là aujourd'hui c'est une émission très très spéciale. Bonjour Margot. Bonjour Jérôme, bonjour à tous et à toutes, bonjour à toute l'équipe, Bună ziua Eric. Aujourd'hui pour cette 53e émission de l'émission Bienvenue à l'Est, notre invité n'est autre que notre Anna nationale. Eh ouais. Bonjour Anna. Bonjour Jérôme, bonjour Margot, bonjour à tous. Oui, vous allez savoir presque tout sur le grand poète qu'est Alexandre Pouchkine, qui a influencé beaucoup d'auteurs. Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'allaitement. Et en deuxième partie, on va parler de l'allaitement. Et pour mieux y voir clair, nous accueillerons avec grand plaisir Sophie et Céline. Et ça, c'est après le journal. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Et surtout pour les enfants. On parlera aussi musique et voyage avec Gabriel d'Antoine, cinéma avec Flore Marcassin et automobile avec Antoine de Courcelles. Et comme toutes les semaines, le journal européen à 20h avec une petite surprise, le sport et la météo, une météo présentée par Maya Amelal. Et oui, et puis aussi notre photographe, la vidéaste Sophie, qui va vous montrer les vidéos sur nos réseaux, en tout cas des extraits de l'émission, sachant que le podcast, il est sur YouTube et sur Facebook. Voilà, il est 19h07, on passe aux anniversaires. Aujourd'hui est peut-être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme pour nos stars du jour, avec notamment l'actrice allemande Katharina ABT polyglotte. Elle parle couramment français et anglais. Actuellement, vous pouvez la retrouver entre autres au théâtre de Kiel dans Der der alten Dame, la visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt. Oui, bon anniversaire aussi au chanteur allemand Jens Bogner. Son nouvel album Was will man mehr est toujours dans les bacs et sur les plateformes de téléchargement légales. Bon anniversaire au chanteur slovène Miki Sarak, d'origine macédoine. Il se produit sur la scène pop. Il est aussi producteur et musicien. Et oui, et puis aussi bon anniversaire enfin à l'actrice et réalisatrice bulgare Svetla Tsorkova. On se souvient tous de son film Sestra, Sister pour les anglophones, sorti en France en 2020 et qui reçut entre autres le prix spécial du jury au Festival international du film de Transylvanie 2020. Pensées du jour, et ils sont nombreux. Tout d'abord au réalisateur letton Alois Brenz, réalisateur de documentaires et de fiction. Son drame criminel Jekambut, sorti en 1976, a reçu le prix du meilleur réalisateur lors de la 10e édition du festival de Riga. Oui, pensez à l'acteur aussi, scénariste, monteur et maquilleur français d'origine ukrainienne, Boris de Fast. Il a notamment joué dans le célèbre Napoléon d'Abel Gance en 1927 et joua souvent dans les films de son beau-frère, le réalisateur Victor Toujanski. Pensez au grand écrivain allemand Thomas Mann, une des figures les plus éminentes de la littérature allemande et européenne, considéré comme un grand écrivain moderne du décadentisme, la décadence bourgeoise et la défense de la démocratie. Il reçut le prix Nobel de la littérature en 1929. Et puis pensez enfin au poète, dramaturge et romancier russe Alexandre Pouchkine, Margot. Et oui, aujourd'hui on fête l'anniversaire du père de la littérature russe, celui qui a fait entrer la Russie dans la modernité littéraire et a ouvert la voie à Dostoïevski, Tolstoï, Tourgueniev ou encore Tchekhov. Voici quelques images. Aujourd'hui, on va parler d'Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, cet auteur absolument incontournable de la littérature russe. Pouchkine, c'est un peu le père de la littérature russe moderne. Il est à la Russie ce que Molière est à la France ou Shakespeare à l'Angleterre. Il a révolutionné la langue russe littéraire en la rendant plus proche du langage parlé, plus vivante et plus expressive. Mais alors, pourquoi Pouchkine est un génie et comment a-t-il révolutionné la littérature russe ? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça, mais d'abord, on va faire un petit retour en arrière pour comprendre qui est Pouchkine. Alexandre Pouchkine est né à Moscou dans une famille noble le 6 juin 1799. Il a des origines africaines par son arrière-grand-père, Ibrahim Hannibal, un esclave africain devenu noble et général en Russie grâce à Pierre le Grand. Ce mélange d'origines a marqué son identité et sa manière de se voir comme un outsider de la cour impériale russe.
Maintenant, on peut se pencher sur la question de pourquoi Pouchkine est un génie. Pour le comprendre, il faut savoir qu'avant Pouchkine, la littérature russe était très influencée par le français, qui était la langue de l'élite à l'époque. Le russe littéraire était archaïque, très éloigné du langage parlé, un peu figé dans les formes classiques, notamment empruntées à la littérature occidentale. Ce que fait Pouchkine, c'est qu'il écrit en russe moderne, avec une langue vivante, souple, claire et élégante, tout en étant profonde. Il simplifie, épure et rend la langue plus accessible sans pour autant la banaliser. C'est pourquoi on dit de lui qu'il est le fondateur de la littérature russe moderne. Mais alors pourquoi son écriture est-elle si célèbre? Parce qu'il utilise une langue limpide et riche, un modèle pour les générations futures. Parce qu'il écrit avec une grande sensibilité émotionnelle, parce qu'il a une vision lucide et critique de la société russe. Maintenant, je vais vous parler très brièvement d'Eugène Onegin, son chef-d'œuvre absolu. Et si vous devez lire une seule de ses œuvres pour comprendre son génie, c'est celle-là. C'est un roman en vers écrit entre 1823 et 1831. Eugène Onegin est son œuvre la plus célèbre parce qu'elle synthétise tout ce que Pouchkine a apporté à la littérature. Une langue moderne et élégante, des personnages vrais et touchants, une critique sociale subtile et une profondeur émotionnelle rare. Mais ce roman est aussi très symbolique puisqu'il fait directement écho avec la vie de Pouchkine et plus exactement sa mort. Dans Eugène Onegin, le héros tue son ami Lenski dans un duel inutile, presque absurde. Le roman dénonce l'absurdité de ces duels d'honneur typiques de l'aristocratie russe. Et c'est assez paradoxal puisque Pouchkine meurt exactement dans les mêmes circonstances que ce qu'il avait écrit 6 ans plus tôt, ce qui donne à son roman un caractère prophétique, tragique et bouleversant. Après sa mort, Eugène Onegin devient le texte fondateur de l'identité littéraire russe. Les Russes y voient la synthèse de leur âme, de leurs contradictions, de leur beauté intérieure. L'œuvre devient sacrée au sens presque culturel et patriotique. On passe tout de suite au cinéma avec Flore Marcassin. Et oui, du 4 au 12 juillet se tient la 59e édition du Festival international de Karlovy Vary. Il s'agit du plus grand rassemblement cinématographique de la République tchèque. Cette année est toute particulière car le festival a tenu à rendre hommage à la star hollywoodienne John Garfield. Les organisateurs ont ainsi préparé une rétrospective de ses œuvres pour le grand public. Nous sommes ravis de nous souvenir de la carrière exceptionnelle mais quelque peu oubliée d'un pionnier de ce qui, à son époque, était une approche inhabituelle réaliste du jeu d'acteur en montrant 10 titres de ses réalisations, a déclaré Karel Hoch, directeur artistique du Festival tchèque depuis 2010, et qui est à l'initiative de la rétrospective. Ce mercredi, nous ont été dévoilés les films en sélection pour la compétition. Parmi les titres, nous retrouvons Divya Dmitro-Ereshko. Dans son long métrage, elle capture les paysages ukrainiens déchirés par la guerre. Le français Nathan Ambrosioni revient avec Out of Love, un portrait subtil mais émouvant de la maternité réticente. Enfin, le hongrois Ben Sliegov explore la vengeance mythique dans l'étrange Jimmy Jaguar. Mais côté cinéma, toujours, Pouchkine n'est jamais très loin. Et oui, le film Prophète, l'histoire d'Alexandre Pouchkine, biopic réalisé par Félix Oumarov, produit par la Société Centrale Partnership, est sorti en salle en Russie en février de cette année et projeté dans plusieurs pays européens. Yuri Borisov, nominé aux Oscars comme le meilleur rôle secondaire dans le film Anora, joue le rôle d'Alexandre Pouchkine. Cette comédie musicale a reçu une critique négative de l'Académie russe, mais le film a été accueilli avec enthousiasme par le public. Nous avons reçu sur ce plateau Mike Lebow, un des compositeurs de la musique écrite à partir des poèmes de Pouchkine. Pouchkine, ce n'est pas la statue de bronze du boulevard Tverskoï, mais un homme vivant, passionné et pêcheur. Parfois un peu tête brûlée, mais au fond vraiment classe. Bref, un gars du coin, avec ses bizarreries, certes, mais un vrai mec, pas un tocard. Écrit Vyacheslav, merci. Kochnov. Critique cinématographique. Le film Prophète a participé au 15e Festival international du film de Beijing dans le cadre du programme de compétition dans la section Focus on the Future. Avant de parler musique, voici la bande-annonce de ce film, Prophète. Великий Пушкин, дикий непокорный дух. А где он? Там и опасность.
Господа, дамы, сегодня для вас выступит молодой поэт Александр Пушкин. Встреча с тобой изменила мою жизнь. Саш, мы бы могли переехать в Петербург? У нас есть наш мир, мы счастливы. Нам будет весело, мы устанем, вернемся, ты и я. Счастья вам и вашей прекрасной жене. Пока вы были их героем, они глотали любое ваше слово. Но времена меняются. Александр Сергеевич, Не принимайте милосердие за слабость. Будьте милее с теми, от кого зависит ваша судьба. Чушь, Наташа! Я знаю все, что у него в голове. подумайте, кого мы рискуем потерять. Я не умру. Не сегодня. Не судьба. Каждое твое слово прямо в сердце. И твоего голоса нам сейчас очень не хватает. Le Prophète, donc un film à voir. Merci Flore pour le cinéma. En parlant de prophète, le Prophète c'est aussi donc un poème de Pouchkine. Anna, je te laisse lire ce chef-d'œuvre. Exact. Tourmenté d'une soif spirituelle, j'allais errant dans un sombre désert, et un séraphin à ses ailes m'apparut à la croisée d'un sentier. De ses doigts légers comme un songe, il toucha mes prunelles s'ouvrirent voyantes comme celles d'un aiglon effarouché. Il toucha mes oreilles et se remplirent de bruit, de rumeurs, et je compris l'architecture des cieux et le vol des anges au-dessus des monts, et la voix des essaims d'animaux marins sous les ondes, le travail souterrain de la plante qui germe. Et l'ange, se penchant vers ma bouche, m'arracha ma langue pécheresse, la diseuse de frivolité et de mensonges, et entre mes lèvres glacées, sa main sanglante, il mit le dard du sage serpent. D'un glaive, il fendit ma poitrine. Il arracha mon cœur palpitant, et dans ma poitrine entr'ouverte, il enfonça une braise ardente, tel un cadavre. J'étais gisant dans le désert, et la voix de Dieu m'appela. Lève-toi, prophète, vois, écoute. Et parcourant, et les mers et les terres brûlent par la parole les cœurs des humains. Bravo madame. Bravo madame. Bravo madame. C'est pas facile. Et puis en plus de ça, ce poème, en fait, on pourrait dire qu'il est presque... il voit l'avenir. Comment c'est pas un poème comme les autres. Qu'est-ce qui représente réellement, Anna, aux yeux du monde littéraire, ce poème? Disons que ce poème romantique est un texte fondateur de la littérature russe et considéré par les poètes romantiques d'abord et après par les poètes symbolistes comme le poème. La littérature est considérée à partir de ce poème comme une parole révélant les vérités suprêmes. Et ce texte, qui est bien sûr inspiré par la figure d'Isaïe, lie la nature et le peuple, tandis que le poète a une sensibilité particulière. Donc ici on approfondit l'analyse de cette image du prophète-poète. On remarque un détail caractéristique. Dans la poétique de Pouchkine, il y a le motif de marquage physique, comme le signe de rencontre avec la force divine, et le poète, ou il est mutilé, ou il est boiteux, ou il a un œil. Et le porteur de ce message prophétique, donc, il a un défaut physique, parfois ce défaut considéré comme une marque infernale, parfois comme une sorte d'alliance de concupiscence et d'impuissance sexuelle. Et l'incarnation finale de ce poète-prophète, c'est le personnage de Castra dans le conte Le Coq d'Or. Le Coq d'Or, on va voir ça, on va parler d'ici quelques instants. On a vu dans le reportage de Margot que Pouchkine était considéré comme le fondateur de la langue classique russe. Aussi, pourquoi est-il également le fondateur du romantisme en Russie ?
Ouais, oui, je reviendrai. Enfin, je vais nuancer un petit peu les deux. Bien sûr que la langue russe existe bien avant Pouchkine, et c'est Lomonosov qui a donné les premières règles de la langue. Lomonosov, c'était un physicien, un chimiste, un poète, un philosophe, un grammairien du XVIIIe siècle. Et à partir du XVIIIe siècle, effectivement, le russe était calqué sur le français et sur l'art poétique de Boileau, évidemment. Et donc, on avait des odes, les épîtres, les tragédies, les comédies, etc. Et avec les réformes de Pierre le Grand, il y a une certaine liberté qui était soufflée en Russie, mais il faut bien se rendre compte que la société civile était une société absolument embryonnaire. Et la machine bureaucratique qui a commencé à se construire avec Pierre le Grand a demandé l'éducation d'une énorme classe sociale qui était ni noble, ni forcément riche, mais c'était une classe très éduquée, très cultivée. Et d'un côté, le hiatus entre les nobles et le peuple, évidemment, c'est pas restreint, mais cette classe sociale a donné quelque chose de spécifique en Russie, c'est-à-dire on a toujours cette contradiction entre l'Orient et l'Occident. Donc effectivement, c'est quoi la Russie? C'est l'Orient, c'est l'Occident. Donc d'où toutes les discussions, n'est-ce pas, des slavophiles et des occidentaux. Exactement. Et Pouchkine a su résoudre ce problème non seulement par sa création, mais aussi par ses idées. Donc cette image de prophète, justement poète, c'est cette figure en fait qui résorbe en quelque sorte cette contradiction. Et il y a un double dédoublement, si j'ose dire, en Russie, parce que d'un côté, on a le regard de chaque Russe instruit sur soi entre les étrangers, c'est-à-dire toute la littérature construite sur le modèle français après allemand, et de l'autre côté, on a cette figure de moujik, donc de peuple, dont on n'est pas proche du tout. Et deuxième dédoublement, c'est la censure, extrêmement forte en Russie, et donc et bien sûr le pouvoir tout à fait totalitaire du tsar. C'est Louis XIV x 10. Donc dans les faits, non mais je veux dire le pouvoir tsariste est extrêmement fort. Et l'État est extrêmement fort. Donc à partir de Pierre le Grand, l'État gère tout en Russie. Et donc, bien sûr, la langue existe avant Pouchkine et ses contemporains, etc. Mais c'est le premier qui arrive à résorber cette contradiction. L'Orient, l'Occident, le peuple, la noblesse ou le pouvoir, dans cette figure de prophète-poète. Bien sûr. Il y avait, ça c'était tout à fait bien dit, il a apporté à la langue ce côté vivant, et on parlera des influences, bien sûr, d'où viennent ces influences. Donc, bien sûr, il a rendu la langue beaucoup plus accessible. Beaucoup plus, parce que c'est vrai que le russe littéraire était influencé beaucoup par le slavon. Donc c'est le russe de l'Église, absolument pas compréhensible. Et on parle d'influence du français, de l'allemand aussi. Et quelles étaient les influences qui ont inspiré en fait Pouchkine, directement ces influences populaires et littéraires? Si je commence effectivement par les influences littéraires, d'abord c'est, dans les Français c'est Voltaire. Il est admiratif de Voltaire. Il lit beaucoup Voltaire. Je dirais d'abord quelques mots. Il faut bien se rendre compte de la formation de l'éducation de Pouchkine. Il lit 5 langues. Donc il lit le français, il parle français en famille, on parle français avec les enfants, on parle français avec sa femme, il parle français. Il a fait ses études au lycée impérial de Tsarskoye Selo, c'est-à-dire c'était un lycée d'élite, donc c'est le grand. Il lit couramment le latin et le grec ancien, il lit couramment l'anglais et l'allemand. Donc là c'est vraiment les 5 langues. Il lit l'italien parce qu'il lit Dante et Tasso en original. Il lit un peu d'arabe et de persan parce qu'il a été chercher la poésie orientale et il a été influencé par cette poésie. Donc du coup, dans ses influences littéraires, d'abord Voltaire parce qu'il l'admire pour sa langue, justement pour sa clarté, pour la langue classique mais dans la prose. Il admire le côté libéral de Voltaire. Il admire dans les Français, évidemment, il est inspiré par les classiques
Molière, Racine, Boileau. Il aime Chateaubriand. Après, dans les Allemands, par exemple, c'est Goethe. Et surtout, c'est Schiller, c'est les brigands. D'ailleurs, comme Victor Hugo, qui a été bien sûr beaucoup influencé par les brigands. Donc, le prisonnier de Caucase, c'est vraiment l'influence de Schiller. Et après, dans les Anglais, c'est Byron, évidemment. C'est la mode à l'époque. On s'arrache les volumes de Byron à Moscou à l'époque. Voilà, il part en exil avec le volume de Byron, et c'est là que c'était sa première source d'Eugène Onegin, c'est Byron. Et après, si on parle des influences populaires, je pense que tout le monde connaît un peu la figure de sa nounou, Radiona, comment elle s'appelait, attendez, j'ai un trou de mémoire, Arina Radionovna, donc c'était sa nounou, et c'est d'elle qu'il entend les contes, les chansons, les proverbes en russe. D'abord, les contes, c'était comme Grimm, comme Pierrot. C'était celui qui a transformé les contes populaires en contes en vers et qui sont devenus des chefs-d'œuvre. Ouais. C'est d'elle aussi qu'il entend ces expressions vivantes qu'il introduit surtout dans sa prose. Donc, les chansons, certains de ses poèmes sont calqués sur la musique des chansons populaires, sur les romances populaires. Mais alors, on a remarqué qu'en fait, il avait pas mal de caractère quand même, Pouchkine. Son implication politique, parce que son implication politique dans la société, dans les sociétés russes, en fait, ça le laissait pas de marbre, en fait. Enfin, il était très impliqué, en fait, non ? Disons que officiellement, il n'était pas impliqué au sens qu'il n'a pas, par exemple, participé à la révolte des décembristes de 1825. Par contre, c'était ses amis proches, c'était les amis d'études, les amis de lycée, justement. Et un de ses amis d'enfance, c'était Pouchkine, Ivan Pouchkine, et c'était le premier décembriste. C'est lui qui a animé la révolte sur la place à Moscou. Et je rappelle que les décembristes, en fait, justement, ils se sont révoltés contre Alexandre Ier et qui demandaient la monarchie constitutionnelle. Et Constantin qui a refusé le pouvoir, et c'est son frère qui a pris le pouvoir, Nicolas Ier. Et donc il représentait cette image de la constitution, de la monarchie modérée, je dirais comme ça. Mais déjà, avant cette révolte des décembristes, Pouchkine, bien sûr, grand libéral et grand impertinent. Il a écrit les poèmes qui circulaient sous le manteau et pour lesquels donc on l'a exilé pendant 6 ans. Donc, il était exilé d'abord en Moldavie, à Chisinau. Après, c'était à Odessa. Et après, il était dans sa propriété, Tsarskoye Selo. Mais il faut bien se rendre compte que c'était, quand on dit exil, d'un côté, quand il était en Moldavie, à Odessa, il avait un emploi de fonctionnaire, de petit fonctionnaire. Et quand il était dans sa propriété, il était surveillé. Donc, il n'y avait pas de droit de visite, il était étroitement surveillé. Toute la correspondance était surveillée. Enfin, voilà, c'est comme Tourgueniev quand il était en exil chez lui, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Oui. Après, en 1826, le tsar, Nicolas Ier, le fait venir au Kremlin et l'absout. Il lui dit, voilà, vos œuvres ne seront plus jamais censurées, sauf par moi. Et bien sûr, personnellement, il lit pas les œuvres, mais il y a une personne à côté, enfin, proche du tsar, qui lit les œuvres de Pouchkine. Il y a que le tsar qui doit décider si ça passe ou pas la censure. Ce qui est paradoxal dans la situation de Pouchkine, il est protégé en même temps et surveillé étroitement. Parce que le tsar, d'abord, le nomme historien de cour. Et on lui demande d'écrire l'histoire de Pierre le Grand. Donc, une commande officielle qu'il ne peut pas refuser. Qu'il va refaire plusieurs fois. Parce que, évidemment, ce qu'il fait ne satisfait pas la cour, ça ne satisfait pas le tsar, parce qu'on veut que Pierre le Grand apparaît comme l'idéal du tsar réformateur. Ce n'est pas le cas dans l'histoire de Pouchkine, dans l'écrit de Pouchkine. D'autre côté, ce poste d'historien lui permet d'accéder aux archives. Et là, il va étudier tous les documents qui concernent la guérilla paysanne la plus sanglante en Russie, qui a duré plusieurs années, de Pugatchev. Et ça lui donnera la matière pour écrire son roman La fille du capitaine. Donc il va étudier les documents originaux.
Et d'autre part, plus tard, le tsar le nomme chambellan. Et il monte. Donc, en fait, non, parce qu'il prend cette fonction comme humiliante, parce que cette fonction l'oblige à assister en fait à toutes les cérémonies officielles de cour. Et en fait, il est surveillé tout en ayant les fonctions comme ça. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il a une bonne place, mais politique, voilà. Il a une très bonne place, mais en revanche, c'est parce qu'il reste sous les yeux des autres, en fait. Exactement. C'est ça. Ah, d'accord. En fait, on lui donne quelque chose, voilà, mais ça permet de surveiller très près. Ils sont doués quand même. Très près. Et vas-y. Et quand tu parles de son exil, donc il a été exilé pendant 6 ans. Et est-ce que cet exil, il a finalement influencé un petit peu sa création poétique et littéraire ? Oui, beaucoup. D'une part, quand il est exilé au Caucase, c'est là qu'il découvre l'exotisme. C'est-à-dire qu'il découvre la vraie nature, la nature sauvage, les paysages. Et il lit en même temps Byron. Donc, les deux, l'influence des deux, c'est là qu'on retrouve, comme en France d'ailleurs, la mode de l'exotisme chez les romantiques. Et donc, ça vient du vécu chez Pouchkine. D'un côté, bien sûr, cette idée d'emprisonnement et le personnage du prisonnier de Caucase, celui qui est attaché à la liberté, qui cherche à s'évader d'une façon ou d'une autre. Donc, bien sûr, c'est aussi son exil. D'autre part, la découverte de ces paysages, de ces traditions, ça l'influence. C'est là qu'il commence à écrire Eugène Onegin, qui commence à écrire d'ailleurs sans aucun plan préconçu. En fait, ça vient comme ça. Très longtemps, il n'a aucun plan préconçu, ce poème. D'accord. Il a que des extraits. Il lit d'ailleurs les extraits à Pouchkine, qui vient le voir à Mikhailovskoye, dans sa propriété. Et, donc cet ami décembriste, pendant son exil, brave les interdictions de police. Il vient le voir parce que c'est son ami d'enfance et parce que il sait que Pouchkine est complètement isolé, solitaire. Donc il vient le voir et là Pouchkine lui lit les premiers extraits d'Eugène Onegin. Vraiment, oui, l'exil l'a influencé. C'est ça. Il y a des œuvres qui sont, comment dirais-je, passées à la postérité. Pas toutes, hélas, parce que, on n'a pas, à première vue, toutes les œuvres de Pouchkine n'ont pas traversé les frontières. C'est plus compliqué pour la poésie. C'est beaucoup plus compliqué pour la poésie, mais effectivement, on a quelques romans ou quelques poèmes ou quelques pièces. Bien sûr, Eugène Onegin, ça c'est clairement effectivement qui est La fille du capitaine aussi. Le Cavalier de bronze. Le Cavalier de bronze, c'est un poème qui a d'abord qui a créé le mythe de Saint-Pétersbourg. Le Cavalier de bronze, c'est vraiment chez les Russes, dans la littérature après, c'est la représentation de Pétersbourg. Et après, c'est Dostoïevski, après, c'est Belli avec son roman Pétersbourg qui était extrêmement influencé par ce poème. Bon, ça a donné le ballet aussi, bien sûr, exactement. Le prisonnier de Caucase aussi. Et après, il faut parler de Boris Godunov. Ce poème extrêmement ambivalent quand même, où il y a le rapport au pouvoir. Boris monte au trône après le crime, après le meurtre de l'héritier du trône. Et là, Pouchkine pose la question, en fait, est-ce que le tsar qui est monté grâce au crime est légitime ? D'autre part, dans ce poème, on a le regard, les boyards sont contre Boris, le peuple est pour. Mais dans ce poème, le peuple est extrêmement malléable. Ça fait penser à la Boétie, à la servitude volontaire, le peuple qui sautait. Mais n'empêche, ce poème, d'abord, il n'a jamais été publié de vivant de Pouchkine et il était censuré. Donc Boris Godunov était censuré. Il est sorti qu'après sa mort. Donc voilà, ça montre bien le poids. Et Boris Godunov, ça a donné l'opéra de Mussorgsky dont on a parlé un peu déjà, oui, effectivement, dans cette émission. Et bien sûr, il y a le Coq d'Or qui a donné l'opéra énorme, La Dame de Pique. Donc la Dame de Pique qui a influencé aussi Dumas fils. Donc, Alexandre de son prénom. Exactement. Et les nouvelles de Pouchkine, c'était vraiment, c'est un novelliste de génie. Vraiment, oui. Tu nous parlais du Coq d'Or. Je pense qu'on va entendre un petit extrait, en tout cas commencer à une sonorité. Vous allez voir, ça commence tout doux. Et puis en même temps, on va expliquer un petit peu sur ce morceau qui vaut vraiment le coup. Je sais pas si
Eric, oui, voilà. Alors, il y a, tu disais Alexandre Pouchkine, comme tous les grands, ils ont inspiré au-delà de la littérature et du cinéma. Il a inspiré des compositeurs comme Piotr Tchaïkovski ou encore Reinhold Glier, on l'a dit tout de suite avec le ballet Le Chevalier de Bronze. Là, cet opéra de Rimsky-Korsakov, Le Coq d'Or, alors il y a cette aria, c'est comment dirais-je, alors là c'est une femme qui chante, c'est une soprano, et pourtant ça a été écrit pour un contre-ténor qui à l'époque était castrat. On les castrait plus maintenant. En tout cas, dans le texte de Pouchkine, c'est un castrat. C'est un castrat. Donc ce magicien, ce personnage de magicien, est un eunuque. Et c'est clairement dit. Après, il est nommé bien sûr sage parce que c'est quelqu'un qui voit les cœurs. Déjà, c'est quelqu'un qui lit dans les étoiles parce que c'est un astrologue. Et c'est lui qui voit les cœurs parce que le tsar, c'est un tsar concupiscent qui a envie de Scheherazade, voilà, de cette jeune femme magnifique. Bien sûr, quand Rimsky-Korsakov crée l'opéra, on n'utilise plus les voix des castrats, parce que c'est 1907. Les castrats dans l'art lyrique, c'est terminé fin 18e siècle. Mais n'empêche, Rimsky-Korsakov respecte cette volonté de Pouchkine de faire une voix extrêmement aiguë. Et même la plus grosse partie de la partition, c'est un fossé, c'est-à-dire c'est encore plus aigu. Et du coup, ça donne la voix irréelle. Donc c'est vrai que j'ai pas entendu d'hommes chanter cette partition. Vraiment, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a que des femmes qui chantent le magicien. Impossible de trouver le ténor aussi aigu. Jarowski. Non, il est sur scène, je l'ai pas entendu, scène, mais d'accord. Oui. Mais c'est vrai que du coup ce magicien, donc c'est un personnage complètement irréel avec cette voix. Ouais. C'est un personnage qui vient d'ailleurs. Et aussi par cet handicap, en quelque sorte, c'est aussi cette incarnation du poète-prophète. Eh ben, non mais c'est d'une et si on parle de la musique, moi aussi, juste 2 mots sur le poème de Pouchkine, Mozart et Salieri, qui est important parce que c'est le poème qui a directement inspiré quand même l'opéra de Safer et qui a inspiré le film Amadeus. Bon. Donc c'est ça de Pouchkine. Et Amadeus qui a été tourné par Miloš Forman, célèbre réalisateur tchèque. En parlant de musique, dis donc, on va passer aux charts de la semaine avec Gabriel. Eh bien, on commence avec la Pologne et Skolim qui frappe fort avec Daj mi jedno słowo, son tout nouveau hit, déjà plus de 23 millions de vues en à peine 2 semaines et un top 1 YouTube. Le clip s'ouvre sur une ambiance estivale et romantique. Skolim, fidèle à lui-même, joue à fond la carte du lover de l'Est, chemise ouverte, lunettes de soleil, grosse chaîne et grosse voiture. Le clip alterne entre scènes de fête en plein air, danse sensuelle et moments plus intimes entre Skolim et sa bien-aimée. Il y a du soleil, des regards brûlants, des ralentis bien sentis et une ambiance presque nostalgique qui ramène au slow d'été. Un cocktail qui fonctionne. Il incarne à lui seul cette pop de l'Est à la fois romantique, théâtrale et résolument festive. Musicalement, on est sur un savant mélange de pop polonaise et de rythme latino dansant avec cette touche de kitsch assumée qui fait tout le charme de ce personnage. Les accords sont simples mais efficaces avec une mélodie entêtante qu'on se surprend à chantonner dès la première écoute. Le refrain ultra accrocheur Daj mi jedno słowo, donne-moi un mot, une phrase toute simple mais qui résonne fort dans cette histoire d'amour suspendue. Skolim signe ici un tube de l'été à la fois sensible et dansant. Et puis on passe maintenant du côté de Vienne. Oui, on file en Autriche pour un titre aussi surprenant qu'irrésistible, c'est Diana, la nouvelle collaboration explosive entre Die Draufgänger et Pietro Basile. Sorti il y a 2 semaines, le clip cumule près d'1 demi-million de vues et décroche le top 1 YouTube. Dès les premières notes, le ton est donné, ambiance festive à l'allemande, accordéon survitaminé, basse presque saturée et ce petit twist italo-pop amené par la voix de Pietro Basile qui est en featuring. Le mélange fonctionne à merveille, une sorte de fête de village revisitée façon dance floor européen. Le clip est à la hauteur de cette fusion musicale, coloré, joyeux, un peu kitsch, mais toujours avec humour.
On y retrouve les membres de Die Draufgänger, fidèles à leur style décalé, en costume folklorique revisité, ambiance bonne franquette, bière à la main et sourire jusqu'aux oreilles. Ils font la tête dans leur tracteur au milieu d'un champ à base de danse un peu beauf et de paroles efficaces comme Viva la Vita. Donc une vraie chanson de fin de soirée à reprendre en tue-tête entre amis, un verre à la main. Ça, j'allais dire après plusieurs bières, sinon... Hein. Toujours avec modération. Ouais. En tout cas, un vent de fraîcheur dans la pop germanophone qui ne se prend pas trop la tête et qui ne se prend pas au sérieux et ça fait plaisir. Oui, et puis enfin, on va partir toujours du côté du Danube, mais là, c'est ta ville natale. On part en Hongrie. Tout à fait, avec un titre qui fait sensation depuis sa sortie, c'est Talpra Cigányok, signé Desh, avec près de 6 millions de vues en un mois et un top 1 sur YouTube et Apple Music. Le morceau s'impose comme un véritable phénomène à la fois musical, culturel et politique. Le titre, donc Talpra Cigányok, qui peut se traduire par deux bouts de cigane, fait évidemment écho au célèbre poème révolutionnaire Talpra Magyar de Sándor Petőfi, un appel au réveil, à la fierté, à la révolte. Il rend donc hommage à ses origines, à son identité et à ses luttes. Le clip, puissant visuellement, est tourné dans des quartiers populaires. On y voit Desh entouré des siens, regard droit dans la caméra, entre colère et fierté. Il y a des danses traditionnelles, des visages marqués, des enfants qui courent, des flammes, des regards qui en disent long. Un vrai tableau vivant. La caméra immersive rend le tout très réaliste et cinématographique. L'histoire, elle, est plus légère, alors que le clip s'ouvre sur Desh, qui gagne au loto et explore comment lui et les siens changent de vie entre caravane et limousine. C'est un morceau profondément identitaire qui parle de transmission, de respect, de dignité. Et côté musical, c'est parfaitement produit. Le beat est lourd, sombre, on est loin des sons festifs. Ici, Desh pose sa voix avec intensité sur une prod percutante qui mélange trap moderne et influence folklorique. C'est brut, des punchlines, des mots qui claquent, mais qui disent tout. Donc avec Talpra Cigányok, Desh signe un morceau viscéral, nécessaire et bouleversant. Un titre à écouter absolument. Merci beaucoup Gabriel, tu nous fais rêver chaque semaine, ça c'est top. Anna, je voudrais juste te dire un truc, c'est que en fait Pouchkine, il n'a pas influencé que la littérature, le cinéma, les ballets, il a même inspiré la broderie. Là, il a inspiré la broderie parce que, en fait, à l'image de la brodeuse d'art contemporain Ekaterina Igorevna, qu'on a déjà eu le plaisir d'inviter ici sur ce plateau, et ben cet artiste qui révolutionne le monde de la broderie aujourd'hui a créé ce brodème. Ce brodème, c'est un poème donc en code morse brodé au point de croix. Elle l'a créé il y a voici quelques années déjà, avec le poème de Pouchkine, Je vous aimais. Est-ce que tu connais ce poème, Je vous aimais ? Oui, je pense que tout Russe dès l'école connaît ce poème par cœur. Eh bien voilà, Je vous aimais, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est Je vous aime. Alors là, c'est une traduction, parce qu'il y en a plusieurs, une traduction de Robert Sabatier. Je vous aimais et mon cœur sans doute n'est pas éteint dans ce cœur tout tremblant. Restez sans peur, que rien ne vous déroute, que rien en vous ne s'attriste un instant. Je vous aimais sans mots, sans rien attendre. Et je souffrais d'être jaloux, transi. Je vous aimais si sincère, si tendre. Que Dieu vous aide et qui vous aime aussi. Je trouve que c'est magnifique. Ça, c'est une vraie déclaration. Un mot sur ce poème qu'on pourrait dire intime, je dirais, parce que l'amour, ça vient du cœur. Oui, tout à fait intime, et c'est vraiment le poème romantique à la Chateaubriand. Enfin, voilà, on est vraiment dans cette sensibilité, oui, romantique. Exactement. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Anna pour ton savoir. On te retrouve dans un instant avec les fêtes. Bah oui, il y a encore du boulot. Non, j'aurais pu parler encore. Bah oui, je sais, mais bon. Il y a tellement de choses à dire. On va passer à l'agenda. L'agenda avec le centre tchèque. Le centre tchèque de Paris, qui vous propose plein de choses, d'ailleurs. C'est ça, là, voilà. C'est mon prompteur, il saute. Voilà, le centre tchèque de Paris qui vous ouvre ses portes pour la Nuit Blanche 2025 et qui vous propose une soirée immersive mêlant art visuel et performance. Le samedi 7 juin, la danseuse Anastasia Korepina investira l'espace de l'exposition à la croisée des mémoires avec une chorégraphie sensible portée par la musique live de Jan Krejcik, au piano. Ce sera donc demain à partir de 20h dans la salle Janacek, superbe salle, du centre tchèque de
Paris, au 18 rue Bonaparte, dans le 6e. L'exposition sera ouverte entre 20h et minuit et les performances auront lieu à 20h30, 21h15 et 22h, notez l'horaire. L'entrée est libre, sans réservation. Pour la Nuit Blanche 2025, le Centre culturel de Serbie présente l'exposition Géométrie du vide de l'artiste Ana Knežević. Les installations de réalité virtuelle sont accessibles uniquement le samedi 7 juin de 19h à 23h, alors que l'exposition est ouverte au public dès le mardi 10 juin 2025. Géométrie du vide explore la notion de nuit blanche en réinterprétant la ville comme un espace temporel et lumineux en perpétuel mouvement qui ne dort jamais. L'exposition présente 2 installations lumineuses et sonores interactives, associées à 3 installations en réalité virtuelle, pour interroger la notion d'énergie dans un espace à la fois réel et relatif entre perception physique et immersion virtuelle. L'exposition s'appuie sur les recherches antérieures de l'artiste autour de l'espace physique et virtuel comme cadre fondamental pour explorer la perception et l'expérience. Le titre fait référence à un espace intermédiaire né de la distance entre la réception physique d'éléments tangibles et l'action du corps et des sens immergés dans un univers construit de réalité virtuelle. Parmi les œuvres présentées figurent les installations VR Orbital Resonance de 2024, Magnetic Flower de 2023 et Sonic Geometry de 2021, présentées pour la première fois physiquement en 2023 à New York. Ces installations ont aussi été exposées au Salon du Musée d'art contemporain de Belgrade en 2024. Géométrie du vide invite à réfléchir sur le visible et l'invisible en art, ainsi que sur l'expérience intérieure et extérieure, proposant une approche interactive et communicative. Et puis enfin, Margot, une exposition qu'il faut absolument aller voir. Et oui, hier, jeudi 5 juin, nous nous sommes rendus à la galerie de l'Institut bulgare de Paris pour le vernissage de l'exposition La montagne de larmes de la photographe Boyana Tatarska. Une exposition intime et sensible qui retrace son périple tibétain, un voyage fondateur pour l'artiste. Voici quelques images. La photographe bulgare Boyana Tatarska est de retour à Paris 9 ans plus tard pour une deuxième exposition sur son périple tibétain, un voyage fondateur exposé cette fois-ci en noir et blanc. Je souhaite que ça reste surtout un voyage très très personnel pour toutes et pour chacun. C'est une traversée, un voyage, et on voit les traces de ce voyage dans les hauts plateaux en Tibet, à la recherche en effet d'une montagne qui existe et qu'en tibétain s'appelle la montagne de l'âme, et le vrai nom c'est Mont Kailash. Ce que je montre ici, en revanche, ce n'est surtout pas un document de Tibet ou de la recherche de cette montagne, puisque je cherche, que ce soit pour moi ou pour ceux qui la regardent, que ce soit surtout un voyage très personnel et très intime. C'est un projet personnel que j'ai fait il y a déjà 9 ans, juste avant la naissance de ma fille. Et il y a eu déjà une première exposition il y a 9 ans. L'édit est légèrement différent, les choix étaient légèrement différents, et ce qui est curieux de savoir, c'est comment en 9 ans, moi-même je revisite ces lieux, moi-même je continue à monter ma montagne personnelle. Je vais retourner demander à mon psychanalyste pourquoi, mais la montagne a toujours été quelque chose de très important et très personnel pour moi. Je pense que c'est aussi tout simplement un symbole des auteurs. Les symboles de là où on s'approche de l'invisible, de Dieu peut-être, de celui ou de celle au-dessus de nous, et parce que c'est dur, et parce que je pense qu'il y a quelque chose, c'est une certaine allégorie de la vie aussi, c'est-à-dire que la vie et la montagne, c'est toujours... la montée est difficile, mais il faut la monter, et il y a quelque chose dans ça, tandis que dans l'eau, peut-être que les choses sont un tout petit peu plus fluides et plus berçantes. Qu'est-ce que ça m'a apporté à moi? Écoutez, c'est une anecdote. Donc cette montagne de l'âme existe réellement. Mais le jour où après 9 jours très très difficiles, à 6000 mètres d'altitude, vous voyez, vous êtes le souffle coupé, avec des mots partout, des mots de tête, vous arrivez à un endroit où vous espérez la voir et on vous dit là vous allez la voir. Elle était dans la brume totale et invisible. Et je savais que si je touchais, si je faisais comme ça avec maman, je pouvais la toucher. Je ne l'ai pas fait, mais je savais. Et donc, il fallait
que je trouve ma foi. Donc peut-être que c'est ce que je dois dire, parce que ce voyage m'a apporté ma foi. La foi de savoir les choses et de croire aux choses même si je ne les vois pas. Voilà, une exposition vraiment à aller voir, la montagne de l'âme. On l'a vu nous hier soir et franchement, trop top. On passe tout de suite, on va prendre la route avec Antoine. Tu vas nous parler de bolide. Mais oui. BMW, c'est ça, on commence ? Oui, BMW, puisqu'elle a présenté au concours d'élégance à la Villa d'Est en Italie fin mai, une nouvelle déclinaison de sa M2 nommée la M2 CS, plus puissante car sous le capot on retrouve le 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo S58. Excusez-moi, qui a été revisité pour booster la puissance de 480 à 530 chevaux et le couple suit avec ses 650 Nm. Tout ça donne un 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et une vitesse max de 302 km/h. Et pour plus de plaisir, elle est en propulsion. Pour supporter ses performances, cette BMW a de nouveaux réglages sur les suspensions, le châssis, la direction et le système de freinage pour une conduite plus radicale. Elle a le droit au régime minceur CS avec une dose de carbone sur le toit, sur les sièges baquets, diffuseur, etc. À l'intérieur, on a de l'Alcantara, des inserts en carbone, des palettes en métal et des logos CS rétroéclairés. Elle n'aura pas de transmission manuelle. À la place, on a une boîte auto à 8 rapports. Cette BMW M2 CS est vendue pour 115 000 € sans malus et son lancement est prévu fin été 2025. Une voiture avec quand même une... comment on appelle ça, t'as dit ? Régime minceur. Oui, le régime minceur. Voilà, 115 000 €, c'est simple. On va passer... Sans malus. On passe chez nos amis tchèques. Et oui, car une supercar tchèque a établi un des meilleurs records sur la piste de Top Gear. Cette voiture, c'est la Praga Bohema, présentée en 2022 et produite à 89 exemplaires en 2024. Elle est motorisée par le V6 3,8 litres de la Nissan GT-R, mais boostée ici à 700 chevaux, envoyée directement sur les roues arrière. Sa carrosserie est presque entièrement en fibre de carbone. Elle génère 900 kg d'appui à 250 km/h et fait le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Sur la piste de Top Gear, la Bohema est plus rapide qu'une Ferrari SF90 Stradale, une Porsche 900 GT2 RS et même plus rapide qu'une Koenigsegg Jesko Attack de 1280 chevaux et qui a effectué un temps de 1 minute 10. Le temps de la Praga Bohema sur cette piste est de 1 minute 09.8, ce qui est 2/10 de seconde moins vite qu'une Aston Martin Valkyrie de 1140 chevaux. Eh ben, c'est une championne. Là, pour le coup, on est content. On passe du coup en Allemagne avec la Porsche 963 RSP. Et oui, car il y a un mois, Porsche a annoncé l'arrivée d'une nouvelle voiture en montrant sa silhouette. Aujourd'hui, on connaît enfin son nom, qui est la Porsche 963 RSP, et qui sera une Porsche 963 du Mans homologuée pour la route. Ce n'est pas la première fois qu'il ferait ça, car il y a 50 ans, Porsche sortait une 917 qui était aussi une voiture de course, qui a été homologuée pour la route. Et pour fêter ça, Porsche, avec ses 19 victoires sur le circuit du Mans, veut marquer le coup avec une 20e victoire. La 963 de course a un V8 4 litres 6 turbo hybride dérivé du moteur de la Porsche 918 Spyder, ce qui est un avantage pour l'usage routier de la voiture. Elle a donc aussi des ajustements mécaniques nécessaires pour le roulage sur route, suspension adoucie, passage de roues couverts, pneus Michelin pluie, électronique reprogrammée pour les feux et un klaxon. La Porsche 963 RSP a été présentée aujourd'hui, ce 6 juin 2025, car la nouvelle vient de tomber il n'y a pas très longtemps. Puisque la Porsche 963 RSP vient de rouler pour la première fois dans la ville du Mans, accompagnée par son ancêtre, la Porsche 917. Et d'ailleurs, on va la voir, je pense, parce que ça, c'est une Jesko. C'est la Koenigsegg Jesko Attack, justement. Là, c'est la 963 de course. Voilà. Et
Là, c'est la 917 homologuée. La 917 homologuée, et là, c'est ça, le c'est la 918. Ça, c'est la 918 Spider. Et... magnifique, je trouve. Et ça, voilà, donc à gauche, nous avons la 963 RSP et à droite... Qui vient de sortir aujourd'hui, en fait. Exact. Voilà. Enfin, présenté. Oui, présenté, voilà, oui. Qui a été présenté au Mans. Le Mans. Magnifique. Ah oui, c'est. Les deux voitures là à côté, c'était trop beau. Aïe. On va continuer avec. On va continuer, tiens, au voyage avec en route vers l'est, avec Gabi qui va nous embarquer à Istanbul. Et oui, aujourd'hui, je vous emmène là où l'Orient et l'Occident se donnent rendez-vous. Donc, bienvenue à Istanbul, en Turquie, évidemment. Une ville posée entre deux continents, l'Europe et l'Asie, séparée par un détroit majestueux, le Bosphore. Alors, je vous assure, une première rencontre avec lui est toujours inoubliable. Le regard se perd entre les minarets qui percent le ciel et les bateaux qui filent sur l'eau. Vraiment très très beau, donc entre ces deux rives et ces deux mondes. Istanbul, c'est la plus grande ville de Turquie, avec plus de 15 millions d'habitants. Une ville immense, vibrante, où l'on marche beaucoup, et qui monte et qui descend. Heureusement, tram et métro nous facilitent la vie. Mais surtout, où chaque pas nous plonge dans une page de son histoire. Autrefois Byzance, puis Constantinople et enfin Istanbul, la ville a porté de nombreux noms. Elle fut capitale de l'Empire romain, byzantin, latin puis ottoman. Un vrai carrefour des civilisations, des cultures et des religions. Et cette histoire se lit dans ses murs, de la basilique Sainte-Sophie, tour à tour église, mosquée, musée et à nouveau mosquée, au palais de Topkapi, en passant par la mosquée bleue, joyau d'élégance et de spiritualité. Construite en 1617, elle est considérée comme l'un des plus grands exemples de l'architecture ottomane. On sent partout cette superposition d'époques, cette cohabitation des mondes. Dans la vieille ville, c'est un véritable voyage dans le temps, comme dans le quartier de Karaköy, où trône la tour de Galata, l'une des plus anciennes du monde, autrefois phare perché dans les hauteurs de la ville et aujourd'hui devenue attraction touristique. Istanbul, c'est aussi une ville au carrefour des routes commerciales, et ce depuis toujours. Encore aujourd'hui, on peut se perdre dans le grand bazar, labyrinthe couvert aux milliers d'échoppes où l'on marchande bijoux, tapis et autres tissus. Incroyable, toujours un bon endroit où passer, mais on retrouve aussi vite l'agitation moderne dans le quartier de Taksim, avec ses enseignes occidentales, ses cafés branchés et ses passants pressés. Il faut évidemment se balader le long du Bosphore, où vous trouverez de magnifiques couchers de soleil. Il y a une belle agitation au bord de l'eau parce que on peut voir justement les pêcheurs amateurs qui sont toujours très nombreux. Je vous conseille d'ailleurs vivement de passer par le marché aux poissons tôt dans la journée. Il y a une ambiance incroyable et n'hésitez pas à goûter aux produits de la mer ultra frais dans les restaurants alentours. D'ailleurs, niveau nourriture, vous pouvez évidemment goûter le fameux kebab, mais je vous recommande un plat proposé dans de nombreux restaurants. C'est un plateau composé de brochettes de viande, de riz parfumé, de quelques légumes grillés et d'une salade. Une assiette donc complète et savoureuse. Et pour vous rafraîchir, rien de mieux que les jus de fruits pressés qui sont vendus un peu partout dans la rue, et mention spéciale pour celui à la grenade. Exact. Magnifique. Magnifique. Celui-là, il faut le viser. Et le soir venu, la ville ne dort pas. Sa vie nocturne animée entre bars, concerts et terrasses avec vue sur la ville illuminée ne manque pas d'enthousiasmer les visiteurs. Et sinon, un petit plus de la ville aussi, je trouve en tout cas, c'est que partout dans la rue, des chiens et des chats errants, paisibles, choyés par les habitants. Ils font vraiment partie intégrante du décor, de l'âme d'Istanbul. Oui, des milliers de chats. Et ils ajoutent vraiment une touche de tendresse à cette effervescence urbaine. Car oui, Istanbul, c'est une ville qui fourmille, qui vit à 100 à l'heure, mais qui sait aussi se faire contemplative. Une ville de contrastes, de saveurs, de cultures entremêlées. C'est vraiment un pont entre les mondes, un carrefour de l'histoire, un lieu à vivre avec tous ses sens. Que vous soyez amateur de patrimoine, de gastronomie ou simplement en quête d'un choc des cultures fascinant. Je vous laisse d'ailleurs un petit aperçu dans notre balade minute habituelle. En route vers la Turquie, à Istanbul. Ville très peuplée et agitée, elle se trouve entre l'Europe et l'Asie, séparée par le majestueux Bosphore. Toute l'activité de la ville tourne autour du détroit, comme ici au marché aux poissons. Mais finalement, c'est vraiment toute la ville qui profite des rivages et qui pêche. Y compris les plus petits.
Istanbul est un carrefour des civilisations, des cultures, des religions et des routes commerciales. On peut autant retrouver une agitation moderne, comme à Taksim, avec ses enseignes occidentales, que des marchés plus typiques, comme ici près du Grand Bazar dans le quartier Sultanahmet. À 2 pas, la fameuse basilique Sainte-Sophie, qui se trouve juste en face de la grande mosquée bleue. Majestueuse par sa taille et ses 6 minarets, elle est connue pour ses céramiques bleues qui ornent les murs intérieurs et son dôme. Construite en 1617, elle est aujourd'hui l'une des attractions touristiques les plus populaires d'Istanbul et c'est l'endroit parfait pour terminer notre balade minute. Merci beaucoup Gabi pour ce voyage. D'ailleurs, ta valise elle est presque prête parce que tu dois partir à Riga. Oui, tout à fait. C'est le départ pour moi, mais à très bientôt. Et voilà. Merci à vous. Merci. Bonne route. Salut. Bonne Ciao, route. ciao. On va passer un petit mot. Oui, un mot sur nos partenaires. Eh oui, avec Aima et Cocoa, vous rêvez de vacances inoubliables dans un endroit paradisiaque au milieu des montagnes. Vous détendre dans un spa, une piscine, un jacuzzi buvant du champagne, bah oui, puis dans une ambiance de fête tout en plongeant dans les trésors cachés des traditions de cette magnifique région de Maramuresh, du parc de Maramuresh en Roumanie. Oh dis donc, je parle beaucoup trop. Place au voyage, place aux vacances. Eh oui, et puis bien sûr la Fédération France-Slovaquie, une association européenne qui vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison à travers leurs événements. Une adresse france-slovaquie.com sur les réseaux sociaux. Voici quelques images de la Slovaquie. Il est 20h passé de 5 minutes, place au journal. Ah non. Italie, la loi sur la sécurité officiellement adoptée.
Et oui, en Italie, la loi sur la sécurité a été officiellement adoptée malgré une vive opposition au Parlement et de nombreuses critiques venues de l'étranger. Un vote controversé face aux alertes des institutions internationales. L'Union européenne et l'ONU ont exprimé leurs inquiétudes, redoutant des atteintes aux droits fondamentaux. Ces institutions dénoncent une dérive sécuritaire jugée incompatible avec les standards internationaux en matière de liberté publique. L'Union européenne décide d'utiliser l'argent de la Covid pour renforcer sa défense. La Commission européenne envisage de mobiliser jusqu'à 93 milliards d'euros de fonds non dépensés issus du plan de relance post-Covid pour renforcer l'industrie de défense de l'Union européenne et financer l'acquisition de matériel militaire. Cette initiative, portée par la présidente Ursula von der Leyen, intervient dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques accrues et des interrogations sur la pérennité du soutien militaire américain à l'Europe. Ce projet ambitionne de stimuler les investissements dans des secteurs stratégiques tels que la défense aérienne, les systèmes antimissiles, les drones, la cybersécurité ainsi que la guerre électronique. Nucléaire. La République tchèque signe le contrat avec le sud-coréen KHNP. Le gouvernement tchèque a officiellement signé ce mercredi 4 juin un contrat de plus de 16 milliards d'euros avec le sud-coréen Korea Hydro and Nuclear Power pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Cette signature intervient quelques heures seulement après la levée d'une injonction provisoire liée à un recours judiciaire déposé par EDF, l'énergéticien français qui avait perdu l'appel d'offres pour ce projet stratégique. Malgré cette contestation, KHNP a été confirmé comme partenaire privilégié, marquant une avancée majeure dans la stratégie énergétique de la République tchèque. La Banque centrale européenne baisse les taux d'intérêt. Et oui, la Banque centrale européenne a annoncé ce 5 juin une 8e baisse de taux directeur depuis juin 2024, réduisant son taux principal à 2%, soit une diminution totale de 2 points de pourcentage. Cette décision intervient dans un contexte où l'inflation en zone euro est tombée à 1,9% en mai, sous l'objectif de 2% visé par la BCE. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a indiqué que le cycle de baisse des taux pourrait être proche de sa fin, signalant une pause potentielle en juillet selon les évolutions économiques à venir. Merci beaucoup Maya et Flore, merci beaucoup Anna pour ce journal. On va passer au journal des sports. Un week-end qui promet que côté sport, on commence par le sport auto, Margot, avec le DTM et la 3e manche du championnat Zandvoort. Effectivement, Jérôme, ce week-end, malheureusement, pour tous nos fans de F1, il n'y a pas de Grand Prix. En effet, il faudra attendre la semaine prochaine pour le Grand Prix du Canada ou les 24 heures du Mans. À vous de voir ce que vous préférez. En revanche, vous pouvez suivre le DTM Zandvoort, la 3e manche du Dutch Tourenwagen Masters. Un week-end bien rempli puisque vous pourrez suivre la première course demain de 13h à 14h50 et la deuxième course dimanche de 16h à 18h. À noter que le programme inclut aussi l'ADAC GT Masters et la Porsche Carrera Cup. Et vous allez être servi côté émotion entre le circuit situé entre les dunes, reconnu pour son tracé sinueux et spectaculaire, et les performances attendues de Thierry Vermeulen, le chouchou des Verstappen, qui a déclaré, je cite, « On peut être fort là-bas ». Ça promet pour une course à la maison. Et oui, puis il y en a une grande, c'est Madame Zabalenka qui est en force à Roland-Garros. Et oui, après un combat de 2h19 et 3-7, 16-6, 4-6, 6-0, Aryna Sabalenka, première mondiale, décroche son ticket pour la finale. Elle détrône ainsi la triple tenante du titre, Iga Swiatek. Ce n'est pas cette année que la Polonaise battra le record d'obtenir 4 titres à Roland-Garros consécutifs. Nous retrouverons Sabalenka samedi sur le Philippe Chatrier face à Coco Gauff, qui a brillamment dominé la Française Loïs Boisson, la menant 6-1, 6-2.
Et du côté des hommes, comment ça va du côté de Novak Djokovic ? Alors Novak Djokovic réussit toujours à se réinventer du haut de ses 38 ans. Dernier doyen sur les cours de Roland-Garros en cette demi-finale, le Serbe doit faire face ce soir au jeune Italien Yannick Sinner. Nous allons voir si son agressivité va payer. En effet, cette année, il joue sur son agressivité, son point fort. Son adversaire, le Français Moutet, avait analysé. De ce que j'ai vu de ses derniers matchs, il est de plus en plus agressif, il monte beaucoup plus au filet, confie-t-il. En zone mixte, il prend la balle tôt dès qu'on joue un peu court, il coupe les trajectoires. À voir si le Serbe obtiendra son ticket pour espérer remporter le 25e titre en Grand Chelem. Volleyball avec la première journée de la... non, c'est du handball, autant pour moi. C'est le handball avec le championnat allemand et la Bundesliga. Et oui, le volleyball, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Ne ratez pas Il y a du volleyball toutes les semaines de toute façon. Ne ratez pas la finale du championnat allemand de handball. Et oui, la Bundesliga se termine ce dimanche 8 juin avec la 34e et dernière journée du championnat. Un match nul lors du dernier week-end suffirait au Fuchs Berlin pour décrocher son tout premier titre. On le rappelle, le club est invaincu depuis 17 matchs. Le suspense reste entier dans la lutte pour le maintien. En effet, Stuttgart, Bietigheim et Erlangen sont proches de la zone de relégation avec un dernier round décisif ce dimanche. Merci Margot Guillot et Florent Marcassin. Il est 20h12, place à la météo européenne avec Maya. Petite musique douce, je pense, non. Et oui, les prévisions pour ce week-end en Europe centrale et orientale, après une semaine de nuages dans la globalité, ce week-end s'annonce plutôt ensoleillé. Ce samedi matin, sur le front est de l'Europe, les températures resteront estivales avec quelques variations selon les régions. À Tallinn, la fraîcheur dominera avec 16 degrés attendus en matinée. À Riga, Vilnius et Minsk, les températures seront douces et similaires autour de 20 degrés. Plus tard, la chaleur s'imposera à Sofia. Le mercure grimpera jusqu'à 20 degrés. Belgrade connaîtra une matinée très chaude avec 25 degrés. Kiev affichera également 25 degrés sous un ciel lumineux. Quant à l'ouest, pour ceux qui sont à Berlin, vous profiterez d'une matinée plus nuageuse avec 18 degrés avec un ciel partiellement couvert. Samedi après-midi, il continuera à faire beau à Belgrade avec 32 degrés à Sofia, 30 degrés. Quant à Kiev, la température atteindra également les 30 degrés. À Berlin, il fera 23 degrés, toujours avec des petits nuages à l'horizon. À Varsovie, la température montera à 23 degrés et même 29 pour Bratislava et avec un ciel plus dégagé que la matinée. À Bucarest, on atteindra les 30 degrés et les 32 pour Budapest. Comme je l'ai annoncé, pour ce week-end, dans la globalité, il fera beau. On passera au dimanche matin. Le soleil s'imposera à nouveau sur une large partie du continent, notamment les Balkans. En Serbie, la chaleur persistera avec 26 degrés, c'est attendu, sous un ciel bien dégagé. À Sofia, le ciel sera plus voilé que la veille avec une journée moins ensoleillée que samedi quand même avec 21 degrés. En Europe centrale, l'ambiance sera nettement plus fraîche et humide. À Berlin, le mercure chutera à 17 degrés avec des averses fréquentes tout au long de la matinée. À Varsovie, la température restera stable, 20 degrés sous un ciel couvert. À Batislav, on attend 20 degrés C également, accompagné de pluie légère. Plus au sud, Bucarest conservera son air estival avec une matinée chaude avec 20 degrés C sous un ciel généralement clair. On passe à dimanche après-midi où la température atteindra en Serbie 34 degrés, tout comme Sofia avec 31 degrés. On termine toujours avec le soleil et Bucarest où il fera 29 degrés. À Berlin, la température quant à elle montera un petit peu avec 18 degrés en chassant le mauvais temps prévu en matinée. Même sort pour Bratislava où la température stagnera à 18 degrés C pour cet après-midi de dimanche. À Varsovie, il fera 19 degrés. Merci beaucoup Maya. Alors, on vous avait promis en deuxième partie qu'on allait parler de l'allaitement. Bah oui, parce que en fait, c'est un grand jour aujourd'hui, Margot.
Et oui, en cette journée internationale de l'allaitement, on va en parler avec nos deux invités, Sophie et Céline. Bienvenue sur Armada. En mars, c'était le mois de la sensibilisation à l'allaitement. Où en sommes-nous aujourd'hui avec l'allaitement ? Observez-vous une évolution de l'allaitement en France avec ces 20 dernières années ? Maya. Oui, alors la Santé publique France avait publié en juillet 2024 les résultats de la seconde édition de l'enquête Epiphane. Donc cette étude, elle décrit l'alimentation des enfants pendant leur première année de vie, dont l'allaitement et les modalités de diversification alimentaire et leur évolution depuis 10 ans. Ces travaux menés en 2021 soulignent que de plus en plus d'enfants sont allaités à la maternité et que la durée de l'allaitement augmente en France. Donc par ailleurs, 9 enfants sur 10 débutent la diversification alimentaire pendant la période recommandée, donc entre 4 et 6 mois. Selon vous, pourquoi, d'après vous, il est important d'allaiter son bébé ? Alors moi, je commencerai par dire, en fait, et je pense que mesdames seront d'accord, ça apporte plus d'anticorps, si je ne m'abuse. C'est ça ? Enfin, je sais pas, Sophie. Oui, tout à fait. Ouais, c'est reconnu que l'allaitement bien pour l'enfant et puis pour la maman, puisqu'effectivement chaque lait est spécifique à chaque espèce. Oui, c'est ça. Et au fur et à mesure de l'allaitement, le lait maternel évolue aussi, quoi. Il est différent. Il est différent. Oui, il est différent, oui. Puisque le bébé il grandit, il s'immunise et donc effectivement le lait maternel évolue avec l'enfant, quoi. Il paraît même pendant la procédure, si j'ose dire, ponctuelle, au début, au milieu, à la fin, on n'a pas la même consistance du lait. C'est comme si l'enfant mangeait entrée, plat et dessert. D'accord. Ça change. Même en 10 minutes. Au niveau de la tétée ? Oui, au niveau de la tétée. Ça change même pendant la tétée. Et il y a aussi le fait que... On aussi souvent parlé que les enfants, même quand ils grandissent, ils ont une bonne immunité quand ils ont été allaités par leur maman, contrairement aux enfants qui prennent du biberon et on dit que très souvent ils sont susceptibles de tomber malades assez rapidement. Et là, vraiment, on parle d'enfants qui ont allé 7, 8, 9, 10 ans et même voire même adultes, mais on dit que le lait maternel vraiment crée une sorte de protection et une certaine résistance, on va dire, face aux maladies. Alors, est-ce que l'allaitement peut être considéré comme un phénomène culturel ? Parce que je vois, enfin, c'est général. Par exemple, quand en Europe centrale et orientale, il y a des différences par rapport à l'Occident, par rapport à l'Europe occidentale. Comment c'est vu du côté de l'Est ? C'est toujours très bien vu et depuis toujours, il faut dire que dans les pays de l'Europe orientale, les congés de maternité sont beaucoup plus longs qu'en France. Donc c'est 1 an minimum où la femme est payée, il peut allaiter, donc elle peut s'occuper de son bébé, on peut aller jusqu'à 3 ans. Elle est payée pendant Elle peut être payée pendant 3 ans. Oui. D'accord. Justement, c'est ça qui est difficile en France, parce que nous, on n'a rien du tout, quoi. On a 2 mois. Maintenant, le congé de maternité était prolongé à 3 mois, à peine. Et après, c'est compliqué d'allaiter, effectivement, quand on reprend un boulot à temps plein. Le pire dans l'histoire, c'est qu'on a une prime qui peut aller jusqu'à 375 €. Enfin, quand on a un enfant. Dans les pays de l'Est ? Non, en France. Alors que dans les pays de l'Est... Mais ça doit être tout récent. Hein. Moi, j'ai jamais eu de prime. Je pense que tu dois parler de la CAF. C'est très récent. De la CAF, ça, c'est au niveau de la CAF, il y a... C'est une sorte de prime... Hop là. C'est une prime. Je vais retrouver ma note parce que j'adore les ordis. Enfin, en tout cas, moi, j'ai allaité mes 2 enfants. Enfin, j'ai eu la possibilité de le faire, mais j'ai pas eu 300 €. Hein. Ah non. En fait, c'est certaines mutuelles. Hein. Bien sûr, il y a aucune prime d'allaitement qui n'est reversée par la CAF, mais il y a certaines mutuelles en fait qui le prévoient. C'est une sorte de même type de dispositif. Elles reçoivent en fait un remboursement de 125 € par 2 mois d'allaitement et par enfant allaité pour un maximum de 6 mois. Et en gros, la prime peut faire jusqu'à 375 €. Mais comment est-ce qu'ils font pour vérifier si la femme elle a vraiment allaité ou pas ?
C'est très bonne question. Parce qu'ils sont quand même pas à côté de la femme qui allait, je veux dire, ou pas. C'est quand même fou. Voilà, c'est ça. Mais donc, à première vue, ils trouvent qu'un allaitement, ça dure 6 mois, alors que Sophie, c'est 18, c'est ça? Bah, moi, j'ai quasi allaité chacun des enfants pendant quasi leurs 2 premières années, quoi. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, mon premier enfant, qui est à côté de moi, c'est Antoine. Ça tombe bien que j'ai pu l'allaiter parce que en fait, il avait des petites difficultés de digestion. Et je me rappelle qu'au début, quand je l'allaitais, une fois, il m'a rendu tout le lait. Donc, paniqué, parce que c'était mon premier, j'ai appelé SOS médecin. Et il m'a tout de suite demandé si je l'allaitais ou pas. Et je lui dis oui, il est allaité. Il me dit, bah, c'est pas grave. Ok. Voilà. Donc, oui, donc c'est-à-dire que il récupère après, c'est pas voilà. Ouais, c'est ça. D'ailleurs. Et apparemment, le lait maternel, c'est un bon remède contre les croûtes de lait pour les petits bébés. Les croûtes de lait. Oui. Ah oui. Oui, c'est ce que au Maghreb, on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi un remède pour les nourrissons. Donc, au lieu de leur mettre de la crème, de leur mettre des produits chimiques, alors que c'est des petits bébés, on met quelques petites gouttes de lait maternel et quelques jours après, ça disparaît. D'accord. Et justement, dans les pays du Maghreb, ça fonctionne comment? Est-ce qu'on pousse les femmes à allaiter ou pas? Alors, ça fait vraiment partie de la culture. C'est un peu, on a une vision assez sacralisée du fait de donner au sein à son enfant. Ça rentre dans la culture et puis surtout la religion qui a une place assez prenante dans les pays du Maghreb. Dans l'islam, par exemple, on conseille aux mamans d'allaiter leur bébé pendant 2 ans. C'est conseillé, ce n'est pas obligatoire, mais on conseille aux mamans. Donc c'est resté comme ça, c'est resté dans la culture. Le biberon est plus symbole de modernité, pour la maman qui travaille, qui n'a pas le temps. Mais je pense que ça revient de plus en plus. On revient aux vieilles habitudes, on revient à cet aspect naturel de l'allaitement parce que justement, on se rend compte au fur et à mesure, surtout avec les réseaux sociaux, on en parle, on se dit que voilà, retour au naturel, c'est le meilleur moyen pour le bébé, surtout pour l'immunité, comme je disais au préalable. Mais il n'y a pas que pour le bébé aussi, parce qu'en fait, l'effet, il est double. Il est bon aussi pour la maman. Parce que, par exemple, que les organes se remettent mieux en place quand on allaite, il y a aussi la qualité mammaire aussi, du tissu mammaire. Parce que, par exemple, moi, j'avais passé une mammographie avant ma première grossesse. Et j'ai passé une mammographie après mes 2 grossesses parce qu'en fait mes 2 enfants étaient assez proches et comme je les ai allaités tous les 2 pendant 2 ans, donc en fait j'ai eu une mammographie avant et après les grossesses. Et quand j'ai passé mammographie après la grossesse, en fait la personne qui l'a fait m'a dit que j'avais un tissu mammaire de meilleure qualité que avant mes grossesses, quoi, en fait. Avant mes allaitements, plutôt. Ça remet le métabolisme en place, en fait. Ça refait le métabolisme direct. Mais d'ailleurs, à première vue, on retrouve la taille d'avant grossesse. Oui, c'est ça. C'est que les organes se remettent... Pas tout le monde. Moi, j'ai dit à première vue. C'est des fois... Voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Et alors, justement, il y a les personnes qui peuvent, les femmes qui peuvent allaiter, et puis les femmes qui ne peuvent pas allaiter. Céline? Oui, tout à fait. Moi, en fait, malgré tous mes efforts, j'ai pas réussi à allaiter mes enfants. Ouais. Notamment le premier, puisque c'est tout neuf. On ne sait pas trop comment on doit faire. C'est ça. Ça devenait une grosse source d'angoisse au fur et à mesure du temps qui passait. M'amenait mon fils qui pleurait de plus en plus puisqu'il n'était pas nourri. Et en fait, j'ai décidé de lui donner du lait infantile. Et on parlait tout à l'heure effectivement de l'immunité, certes. Il est vrai que le lait maternel est censé être bien meilleur que le lait infantile, mais le lait premier âge répond aujourd'hui à tous les besoins. Il y a, je sais pas, peut-être une dizaine de laits différents aujourd'hui, des anti-régurgitation, anti-coliques, il y en a vraiment tellement. Il y a même des bio aujourd'hui. Donc, on va retrouver X marques qui vont pouvoir
faire, je pense, la différence par rapport à ça et puis être adapté à chaque enfant. Donc, passer la culpabilité qu'on pourrait ressentir lorsque justement on ne peut pas allaiter, comme ça a été mon cas. Comme je disais, pour plus par stress, moi, et puis parce que mon enfant n'arrivait pas à téter correctement. Je pense que ça permet de partager un petit peu avec le papa. Oui. Le lait infantile. C'est vrai que ce côté-là, la tétée, même, enfin ça dépend parce que moi je vois Antoine. Oui, je vous présente ma femme, Sophie. En fait, Antoine, il ne mettait jamais rien. Enfin, les tétines. Excuse-moi de raconter ta jeune enfance. Aujourd'hui, t'es majeur et vacciné, mais il mettait jamais de tétine du tout, rien dans la bouche. Enfin, c'était un truc de dingue. Champion du monde de lancer de tétine au plafond. Mais c'est, franchement, c'est vrai que c'est pas simple en fait. C'est, je vois, la tétée, enfin l'allaitement par rapport à une maman. La maman est beaucoup plus présente et accaparée. On est d'accord. À moins d'avoir un tire-lait, il faut que le bébé à ce moment-là accepte le biberon. Chose en quoi. Mais c'est pratique aussi parce que quand vous sortez, que le bébé il a faim, hop, vous avez plus qu'à dégainer le sein et c'est bon quoi. C'est ça. Et justement, il y en a qui ont peur en fait qui craignent justement d'allaiter à cause de ça. En public. En public. Oui, mais maintenant il y a des vêtements, il y a des façons de faire que en fait les gens ils voient rien du tout et puis de toute façon le bébé il est placé de telle façon sur le sein que les personnes voient la même chose qu'une femme qui aurait un joli décolleté quoi. En fait. Ouais. Mais après je pense que c'est plutôt culturel. C'est plutôt vraiment culturel, ouais. Parce que dans les pays, moi je pense en Maghreb c'est pareil, en Russie c'est allaiter son bébé en public. C'est vraiment très mal poli, c'est très mal vu. C'est très mal vu. Ça doit être, c'est quelque chose de très intime, maman et bébé, et ça se fait pas en public. D'accord, pas dans la rue, non. Maintenant peut-être et encore dans les grandes villes, comme tu dis les jeunes, mais sinon non, ça se fait pas. Oui, parce que c'est un petit peu quoi. Oui, vaut mieux. On s'isole au moins. En fait. On s'isole. Voilà, en tout cas on cache la tête du bébé. Oui, parce que il y a des trucs. En France, c'est beaucoup plus libre. Je veux dire, c'est normal. Disons que je pense qu'on nous laisse un peu plus tranquille. En même temps, quand on allaite, on essaye de trouver un endroit assez tranquille aussi, quoi. Oui. C'est vrai. Perturber l'enfant déjà. Que ce soit le biberon. Le biberon ou l'allaitement, c'est pareil. L'allaitement, quoi qu'il en soit, on essaye quand même d'être dans un endroit tranquille quand on nourrit son bébé, en règle générale, qu'il soit tout petit ou qu'il commence à grandir un petit peu. Mais moi, je pense que aujourd'hui, avec le recul, je pense que donner n'importe quel moyen, en fait, quand c'est donné avec amour, quoi qu'il en soit, c'est parfait pour son enfant. Ouais. C'est vrai que c'est un vrai partage. J'aimerais savoir s'il y a les contre-indications pour l'allaitement. Bon, alors là... je pense que c'est possible parce que peut-être qu'il y a des femmes qui voudraient allaiter mais qui ont... Je pense que ça va être des cas exceptionnels, mais la qualité du lait. Par exemple, je pense que des fois, le lait est peut-être pas assez riche et on voit que le bébé ne grossit pas assez vite. Donc du coup, dans ces cas-là, soit ils arrêtent l'allaitement, soit ils doivent peut-être compléter. Ouais. Ou les maladies, je pensais peut-être certaines maladies, peut-être qui ne permettent pas. Pour la maman aussi, pour les mamans, j'ai vu certains témoignages où des mamans témoignaient avoir avoir arrêté d'allaiter leur enfant parce que tout simplement elles avaient des carences, elles n'en pouvaient plus vu qu'elles donnent le sein quotidiennement, donc ça bouffe de l'énergie et des vitamines, et donc le médecin leur a conseillé d'arrêter de donner le biberon parce que sinon ça devenait un peu fatal pour la maman, pour la santé de la maman. Donc, et d'un cas, ça peut être contre le bébé et la maman aussi. Et après, de toute façon, c'est la liberté. La maman doit pouvoir choisir aussi si elle allait ou pas. Et je connais les femmes qui, d'emblée, ont dit, moi, j'allaiterai pas mes bébés. Oui, bien sûr, ça c'est la liberté. Moi, ça fait partie de la liberté d'être. Je décide que, et puis voilà, c'est mon corps et j'en fais ce que je veux. Mais je pense qu'il y a quand même des petites améliorations à avoir parce que moi, je vois,
J'ai réussi avec Antoine, l'allaitement au début c'était un peu compliqué et à la maternité c'est vrai que j'ai eu des petits moments de désespoir. Mais j'ai eu la chance de tomber sur une sage-femme qui était un petit peu particulière, qui avait des méthodes très douces. À chaque fois que je la voyais, j'avais l'impression d'aller beaucoup mieux après, d'avoir ma petite séance de méditation. Et en fait, elle m'a dit mais non, placez-vous mieux dans le lit, etc. Elle m'a donné des conseils, etc. Et ce qui fait que à partir de là, ça s'est bien passé en fait, parce que c'est vrai que l'allaitement c'est un duo aussi, hein. Parce que par exemple moi ma fille, l'allaitement il s'est pas passé de la même façon que pour Antoine en fait, hein. C'est deux histoires un peu différentes. Mais c'est vrai que c'est aussi un peu les rencontres, surtout la première fois, hein, l'encadrement qui est super important. Moi, c'est pareil, j'avais une sage-femme parce que mon fils n'arrivait pas à téter non plus. Les premières 24 heures, c'était pareil. Il avait faim. Et maintenant, c'est vrai qu'il existe des accessoires pour aider. Et c'était des sortes, je sais pas comment dire, un truc en caoutchouc que tu mets sur le sein. Les faux mamelons, ouais. Il a réussi après, mais il fallait 1 semaine, 2 semaines pour qu'il t'aide d'abord comme ça. Et après, ça s'est fait. Mais je veux dire, sans cette sage-femme, j'aurais pas pu. C'était fini. Il arrive pas, j'arrive pas. Panique totale. Ouais, c'est vrai, c'est des rencontres. Ouais, c'est des rencontres. Et moi, je ferais remarquer qu'en fait, il y a des associations qui existent. Et ça serait bien, vous mettez association allaitement, et puis vous allez trouver plein d'associations. Il y a alors le coût. Alors justement, si on comparait le coût entre l'allaitement, parce que l'allaitement, il y a le tire-lait, il y a le coussin, c'est pas obligé, par rapport au biberon. Je sais pas, ça fait longtemps, mais on peut parler du prix du lait, déjà, en poudre. C'est ça. Le lait a un coût, alors que l'allaitement, c'est gratuit. Ici, on tire le lait, c'est prêté. En fait, la pharmacie prête l'appareil si on veut tirer du lait. D'accord. La pharmacie prête, c'est gratuit. Normalement, c'est pris en charge par la sécurité sociale. D'accord. Mais effectivement, il y a un coût. Il y a un coût qui est pas négligeable, surtout quand on doit aller dans des laits spécifiques. Ouais. Par rapport aux quantités, quand on achète du lait en poudre, il existe aussi du lait liquide. Hein, donc, il y a aussi un coût différent entre les deux. Le coût du lait, il varie en fonction de soit les grands laboratoires, je vais pas citer de marque, mais tout le monde oui, en tête, ça commence par un N par exemple. Voilà, ou G, soit des laits un peu moins connus peut-être, mais qui sont tout aussi bien à mon avis. Hein. Je n'ai pas d'avis vraiment sur la question aujourd'hui, mais les prix peuvent varier vraiment. En général, on trouve des paquets de 800 à 1 kg, 800 grammes à 1 kg. Ça peut varier entre 12-13 euros jusqu'à 35 euros pour la même quantité. Oui. Ça va dépendre complètement des laits qu'on prend, de ce qu'on donne aussi à la maternité. Parce que moi, j'ai pas eu le choix du lait au départ. Mon enfant, on lui a donné un lait qui était déjà préparé dans un petit biberon qui est stérilisé. Et comme il était bien avec au bout de 3-4 jours, quand je suis sortie de la clinique... j'ai pris le même. J'allais pas lui changer ses premières habitudes alors que ça fonctionnait très bien. Bon, ça n'a pas du tout été comme ça pour mon deuxième enfant, mais au final, ça s'est très bien passé aussi, malgré plusieurs tests. Et on a dû aller chercher des laits plus spécifiques. Mais en tout cas, c'est vrai que on s'y retrouve. Enfin, au niveau financier, on regarde pas en fait vraiment les dépenses. Mais c'est vrai qu'il y a un coût. Moi, j'ai vu la différence parce que moi, j'étais obligée de mixer très rapidement au bout de 3 mois parce que mon lait justement n'était pas riche et il avait tout le temps faim. Et donc, je complétais très rapidement. C'est vrai que on voit quand même quand tu as essayé les deux, on voit bien la différence. Pas forcément. Mais après, bon, c'est vrai, on compte pas. Hein. Enfin, mais oui, suffit. Non, mais c'est en fait en amour, tu comptes pas. Oui. C'est ça. Quand tu aimes, tu comptes pas. C'est la date. Il s'est pas pris en charge par les sécurité sociale. On fait des sacrifices, c'est bien dommage. Mais bon, c'est pour la santé de l'enfant. Pour le bien-être du petit. Après, les accessoires, tout ça, c'est vrai qu'on peut ne pas s'en servir. On n'a pas besoin forcément d'accessoires, j'imagine. Exactement. On parlerait des heures d'allaitement.
Il n'y a pas Claude. Il n'y a pas Claude. Eh ben, écoute. Bon, en tout cas, on salue Claude Alexis, que vous retrouverez prochainement sur Armada. Eh ben, merci beaucoup. Non, c'est vrai, on parlerait des heures de l'allaitement. Franchement, merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup, Sophie. C'est vrai que d'être venue, de parler justement. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'allaitement. Il y a des associations qui existent. Oui, pour un mot justement pour l'allaitement aussi. Il y a aussi, je connais, il y a un système. Les femmes qui ont beaucoup de lait peuvent partager leur lait. Oui. Et ça, c'est important parce que j'avais une copine, elle avait énormément de lait. Ouais. Elle tirait tous les jours, elle donnait à l'hôpital. Et ça, c'est important. Du coup, ça permet vraiment aux femmes, enfin, aux bébés, du coup, d'avoir le vrai lait maternel, même si c'est pas leur maman. Et il paraît que ça se fait. Il y a vraiment des circuits pour ça. Et surtout utilisé pour les grands prématurés. Oui, et je trouve que c'est très important. Très important, ça. La possibilité de partager, d'être solidaire. Mais l'allaitement, c'est un partage. Enfin, je veux dire, l'alimentation à un bébé, c'est un partage. On est obligé de... Et moi, je dirais que même si la maman choisit ou l'allaitement ou le biberon, tant qu'il y a de l'amour. Oh là là. Exact. Merci, voilà, exact. Alors là, c'est de la poésie. C'est de la poésie. Voilà, l'allaitement, c'est important. S'il n'y a pas allaitement, c'est pas grave. Il y a ce qu'il faut aujourd'hui, en fait. Mais bon, c'est vrai que c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas il y a toujours ce débat. Voilà, si vous voulez allaiter, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'allaitement. Eh ben, écoute, vive la vie. On est libre d'être. Et aussi, en parlant de l'allaitement, on peut parler aussi des associations qu'il y a pour l'allaitement, justement pour le soutien aux femmes qui allaitent. Donc il y a la COFAM, en fait, qui gère justement toutes ces associations qui apportent un soutien à l'allaitement. Et on peut aussi parler de Solidarilait, qui est une association assez connue, qui prévoit des groupes de parole, des appels, etc. si besoin. Donc voilà, si vous êtes une femme qui veut allaiter, vous pouvez, et qui sait pas vraiment comment faire. On a parlé du fait que l'accompagnement, c'était très important tout à l'heure, et que ça faisait tout, en fait. Donc si vous avez besoin, vous pouvez contacter des associations sur Internet. Vous pouvez trouver, il y en a énormément. Il y a des groupes et tout, ils font des groupes de travail et tout. Voilà, on resterait des heures à parler de tous ces sujets, que ce soit Pouchkine, que ce soit l'allaitement. Merci beaucoup, Céline et Sophie. Je me tombe, si je t'appelle Céline, je vais me faire tuer. D'avoir accepté notre invitation pour parler de l'allaitement et comment nourrir nos bébés. Merci Anna pour ton érudition en matière de littérature européenne. Et, avec plaisir. Pour le coup, sur Pouchkine. Merci. Oui, et merci toute l'équipe, merci Margot, merci Flore, merci Maya, merci Antoine, vraiment merci à Gabi. Voilà, bien. La semaine prochaine, donc, Bienvenue à l'Est sera en duplex du Mans avec Margot, entre autres. La chance. Prête à partir pour les 24 heures. Bah là, j'ai hâte, je t'avoue, Jérôme, j'attends que ça. En fait, elle est pressée de prendre le train. Je voudrais ce soir remercier quelqu'un autour de la table. Une nouvelle aventure l'attend. Retenez bien ce nom, Maya Amelal. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec toi. J'espère qu'on se reverra très vite autour d'un micro. Et en tout cas, on te souhaite une excellente continuation dans le journalisme. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toute l'équipe. Vraiment, merci. Et merci à tous nos spectateurs d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos pages Instagram et sur nos pages Facebook. Voilà, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, ça nous fait toujours plaisir. Ah oui. Et on voit qu'il y a des réactions. Voilà, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Plus on rigole. Non, c'est vrai, on apprend plein de choses. Merci à Eric Mourechan ainsi qu'à Alban, Anis et Noémie à la régie pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à Rabat Baloul pour sa confiance. Merci à nos partenaires. Et merci à toi, Jérôme. Bah écoute, c'est un réel plaisir. Merci Anna, merci Margot. Merci Jérôme, on vous dit à la semaine prochaine. À 19h. Dans Bienvenue à l'Est. Vas-y. Exactement. Tu peux, hein, c'est moi. Sur Armada. Ouais, gardez le sourire, c'est le plus important. Ciao.